Une ville suisse, une gare, des gens qui semblent bien portants, mais à l'image du pays, parmi les adultes que l'on voit ici, 40% présentent une tension trop élevée. On dit qu'ils sont atteints d'hypertension. Toutes les couches de la population sont concernées, en Suisse comme ailleurs. L'obésité, la consommation de boissons, de soda, peut-être une certaine instabilité sociale, fait qu'on découvre de plus en plus des hypertensions à l'âge jeune, 20, 18, 15. Et donc maintenant, on préconise de mesurer la pression artérielle aux enfants et aux adolescents. Après l'âge de la retraite, c'est plus de 60% des gens qui sont hypertendus. Et c'est important de le détecter. Si vous n'êtes pas hypertendu à la retraite, vous avez 80% de chances, si vous continuez à vivre, de devenir hypertendu. Donc vous voyez que c'est une maladie extrêmement fréquente. L'hypertension nous concerne donc tous. Mais pour la doctoresse Pecher, ce mal indolore et invisible est toujours difficile à expliquer. Souvent, je prends ma petite artère pour expliquer aux patients que c'est l'augmentation dans les vaisseaux sanguins de la pression qui s'exerce sur la paroi à l'intérieur, qui va l'abîmer, puis vont se déposer toutes sortes de choses, dont la graisse, le cholestérol, ça va boucher les artères. Et ultimement, ce qu'on essaye, c'est de prévenir ceci, c'est-à-dire que cela se bouche, qu'un caillot se forme et génère une attaque, qui soit cérébrale ou cardiaque, ou qui peut abîmer les reins. Quand la pression du sang augmente, les artères peuvent alors se boucher. D'où l'importance de mesurer cette pression. Premièrement, lorsque le cœur se contracte et envoie le sang dans le corps, c'est la tension systolique. Et deuxièmement, quand le cœur se relâche. On l'appelle la tension diastolique. On utilise donc deux chiffres pour évaluer la tension. Si l'un des deux ou les deux sont trop élevés, on souffre d'hypertension. Dans un milieu clinique, c'est-à-dire le cabinet du médecin ou l'hôpital, c'est 140/90. À partir de 140/90, on présente une hypertension artérielle. À l'extérieur, les valeurs sont plus basses et on estime qu'à 135/85, quand c'est mesuré à la maison de façon correcte ou par un appareil de 24 heures, on présente une hypertension artérielle. Les valeurs tolérées sont donc plus hautes à l'hôpital qu'à la maison. Cette différence de tolérance s'appelle le syndrome de la blouse blanche. L'atmosphère hospitalière fait que certains patients sont stressés et qui peuvent avoir une hypertension de la blouse blanche, c'est-à-dire le fait d'être dans un milieu médical, d'être confronté à une blouse blanche justement, va faire monter la pression artérielle. L'hypertension augmente les risques d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque ou rénale et plus étonnant, elle peut aussi entraîner la perte de la vue ou une dysfonction de l'appareil sexuel. Heureusement, une fois l'hypertension avérée, des solutions existent. On va d'abord toujours essayer d'appliquer des mesures d'hygiène de vie. On va toujours expliquer que si on obtient une réduction pondérale, quand c'est pertinent, si on modère la consommation de sel de cuisine, d'alcool, et si on pratique une activité physique régulière, quasi quotidienne, on peut déjà avoir une action très importante. Peut-être aussi une place pour la gestion du stress. Des techniques sont assez intéressantes avec la respiration, le yoga, donc on peut, suivant le patient, l'orienter vers ceci. Alors, ceci est toujours favorisé, expliqué, suggéré, et puis suivant le niveau tensionnel et le risque, parce que notre travail c'est vraiment d'établir le risque, on introduit un traitement. Des médicaments contre l'hypertension, il en existe énormément. Voilà ceux qu'un pharmacien nous a présentés. Avant de trouver le traitement approprié, beaucoup de patients souffrent d'effets secondaires, gonflement des jambes, palpitations, maux de tête pour n'en citer que quelques-uns. Trouver le bon traitement prend donc souvent du temps, alors beaucoup de patients se découragent. L'hypertension artérielle, en dehors de la dépression, c'est un des traitements qui est suivi le moins longtemps. On parle de persistance au traitement et on voit un patient sur deux, au bout d'une année, il a arrêté son traitement de la pression artérielle. J'ai un exemple d'une patiente que j'ai suivie, que j'ai jamais réussi à baisser la pression artérielle. Elle ne prenait pas ses médicaments, elle a commencé à la prendre, mais après 5 mois, elle a dit « j'en peux plus de vos médicaments ». Et la dernière fois que je l'ai revue, elle était hospitalisée, 40 ans, mère de 2 enfants, la moitié du visage et du corps paralysé. Probablement que nous n'expliquons pas assez bien, donc maintenant nous mettons du soin
à expliquer. Moi, je dis souvent à mes patients, vous savez, c'est une assurance vie si vous prenez votre traitement. Vous avez des jeunes enfants, et j'explique. Mais donc, la motivation et connaître pourquoi on le prend, ça, c'est à nous de le faire. Et c'est très important. Les HUG viennent d'ailleurs d'ouvrir des consultations destinées à remobiliser les nombreux patients qui abandonnent leur traitement en cours de route. Un système qui a notamment fait ses preuves au CHUV. Mais souvent, l'hypertension est diagnostiquée de manière fortuite lorsqu'on se rend chez son médecin pour une toute autre raison. Bonjour Madame Smith, je vous en prie. Merci. Difficile alors pour le patient d'accepter le diagnostic. Très souvent, les patients disent « Ah bon, mais je l'ai déjà contrôlée, elle a été normale. » Mais bon, c'était il y a 5 ans peut-être. Donc, ça demande tout un apprentissage et puis un enseignement aux patients pour pouvoir leur expliquer que ça a vraiment un sens de traiter l'hypertension. Et puis, moi, j'aime bien leur demander qu'ils prennent eux-mêmes leur tension à la maison. Parfois, ils ont un appareil ou ils ont accès à un appareil ou je leur prête un appareil pour faire quelques jours de mesure pour avoir une idée globale de la tension de nos patients, ce qui leur permet aussi finalement d'apprivoiser cette maladie qui ne fait pas de symptômes. Voilà, merci d'être venu aujourd'hui en fait pour discuter en fait de votre tension. Vous vous souvenez que la dernière fois on l'a prise, elle était un peu haute. Oui. Pour un médecin, diagnostiquer une personne hypertendue nécessite plusieurs consultations et une série de mesures de la pression au cabinet et à la maison. Car si traitement médicamenteux il y a, selon toute vraisemblance, c'est pour toute la vie. Bon, moi je suis plutôt rassurée quand je vois cette tension. Je pense qu'effectivement c'était juste peu de temps avant un voyage que vous avez fait. Ouais. Il y avait pas mal de stress. Pour cette patiente, pas d'hypertension avérée, des contrôles réguliers suffiront. Revenir pour qu'on puisse la recontrôler. Merci beaucoup. Il y a des patients qui, en fonction de leurs activités, peuvent avoir une tension un peu plus haute à certains moments donnés de la journée. Donc, ça, il faut, bon, voilà, je crois que c'est important de leur demander quelles activités ils ont pour savoir s'il y a un lien entre la tension haute et peut-être un moment de stress, un moment où ils doivent s'occuper d'enfants, de personnes, s'ils ont eu s'ils ont, je sais pas, s'ils se sont fâchés ou s'ils ont regardé un film d'horreur, j'en sais rien. L'hypertension peut donc être passagère. Dans ce cas, rien d'inquiétant pour autant que les événements déclencheurs de cette hypertension ne soient pas trop fréquents. Quand ce n'est pas juste passager, mais avéré, prendre sa tension à la maison peut être une bonne chose, on l'a entendu. Pas n'importe comment, on l'a dit aussi, ni avec n'importe quel appareil. Or, il y a beaucoup de modèles maintenant que vous pouvez acheter. C'est devenu presque aussi banal qu'un pèse-personne. Pour savoir si vous pouvez leur faire confiance, il fallait un test réalisé avec la complicité de 2 hôpitaux universitaires. Rien que ça. Nous avons évalué 12 tensiomètres achetés dans le commerce en Suisse ou sur Internet. La moitié d'entre eux ont été évalués par le CHUV de Lausanne, l'autre moitié par les hôpitaux universitaires genevois. Bonjour. Bonjour. Voici nos tensiomètres pour le test. À chaque fois, nous avons privilégié les marques qu'on retrouve le plus souvent sur le marché. La moitié des modèles prennent la tension au poignet, l'autre moitié au bras. Pour valider un appareil de mesure, qu'il soit au poignet ou au bras, il nous faut déjà un appareil à tester. Il nous faut un participant dont nous allons mesurer la pression artérielle. Il nous faut une équipe qui va mesurer la pression artérielle à l'aide d'un stéthoscope double entrée. Et finalement, il nous faut la valeur test, qui est la valeur donnée par la colonne de mercure, qui est liée à un brassard avec une taille adaptée au patient. Donc le test consistera à comparer les valeurs de ce tensiomètre de référence avec les résultats obtenus par les tensiomètres testés. Chaque appareil sera confronté à 3 reprises à 4 patients différents. Nous avons également demandé aux patients d'apprécier la facilité d'utilisation des appareils, leur ergonomie et la lisibilité de l'écran. 106,75. Vous avez compris la méthode qui a été développée notamment par la Société européenne d'hypertension. On passe au résultat de ce test dont on va parler ensemble avec vous, Dr Belén Ponté. Vous êtes médecin adjointe au service de néphrologie au HUG et Stéphane Fontanet pour les résultats de ce test. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Stéphane, ces 12 appareils qui sont là sur le plateau ont été testés par 8 personnes, c'est bien juste? Oui, c'est bien exact.
Et si lors de la mesure, la moyenne des écarts entre l'appareil testé et les mesures de contrôle effectuées par les deux médecins qui sont présents, si cette moyenne d'écart est trop différente du seuil fixé par les organismes officiels et internationaux de contrôle, eh bien, on considère que le produit aura échoué au test, qu'il ait échoué sur la mesure diastolique ou qu'il ait échoué sur la mesure systolique. On comprend bien, merci. Alors voici les résultats. On commence par les tensiomètres de poignet et par ceux qui sont recalés, justement. Le Brown Vital Scan 3 passe le test de la mesure systolique, mais échoue sur la mesure diastolique. Au final, cet appareil acheté sur mediamarkt.ch 49 francs 95 ne réussit pas le test. Même constat pour le Beurer BC40 du Copcity. C'est aussi la mesure diastolique qui le fait échouer selon nos experts. 49 francs 95. Mesure diastolique aussi insuffisante pour le Omron RS3 de chez sunstore.ch. À 139 francs, c'est l'appareil le plus cher de notre panel. Pour le tensiomètre Medisana BW315, commandé 38 francs 65 sur interdiscount.ch, c'est cette fois la mesure systolique qui est jugée insuffisante. Systolique insuffisante aussi pour le Veroval Compact, un appareil payé 58 francs 90 sur amavita.ch. Le seul qui réussisse les deux tests, c'est le tensiomètre Myostar Mobile 200. Il a été commandé sur melectronics.ch et coûte 59 francs 80. Attention, à ce prix, les piles ne sont pas fournies. Alors, docteur Ballen-Ponté, 5 tensiomètres pour les poignets sur 6 qui échouent au test. Ces résultats vous étonnent ou pas du tout ? Non, pas vraiment. C'est vrai que nous, en tant que spécialistes, souvent, on ne recommande pas l'utilisation des appareils à poignet. Pourquoi ? Qu'on estime moins précis. D'une part, c'est probablement lié à la longueur du vaisseau, dans le sens où le poignet est en plus distance du cœur. On a une moins bonne mesure de la pression artérielle à ce niveau-là. Plus on s'éloigne du cœur, plus la mesure est imprécise. Et probablement aussi lié à la position. Il faut que l'appareil soit vraiment au niveau de l'artère radiale, donc à une certaine partie du poignet. Est-ce que les gens ont plus de difficultés à positionner l'appareil au poignet ? C'est possible également que ce soit moins précis pour cette raison-là. D'accord. Oui, évidemment. Stéphane, ils ont quand même un tout petit avantage, ces appareils au poignet. Alors, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont quand même plus simples. C'est plus simple de le fixer au poignet. Et puis, notamment pour les personnes obèses, ça peut être plus pratique d'en avoir un ici plutôt qu'au bras. D'accord. On va voir maintenant si les tensiomètres à mettre au bras, justement, font de meilleurs résultats. Pas sûr. On retrouve les 6 mêmes marques. On commence par les tensiomètres qui ont raté l'examen. Ils sont classés par ordre de prix. À 115 francs, le Veroval, acheté sur amavita.ch, ne réussit pas le test de la mesure systolique selon nos spécialistes. Pour le tensiomètre Myostar 1000, c'est la mesure diastolique qui le fait échouer. Il coûte 149 francs sur melectronics.ch, mais attention, les piles ne sont pas fournies. Problème de mesure diastolique aussi pour le Brown Active Scan 9 chez melectronics. C'est l'appareil le plus cher de notre panel à 199 francs, ce qui ne l'empêche pas d'échouer à ce test. Suivent 3 produits avec des résultats positifs sur les 2 mesures. C'est le cas pour le Omron M3 Comfort de chez sunstore.ch au prix de 139 francs. C'est aussi le cas pour le Medisana BU535 à 68 francs 50 sur microspot.ch. Et finalement, c'est aussi en ordre pour le Beurer BM58 que nous nous sommes procurés sur le site fust.ch pour 56,50. Alors, 6 modèles à bras ou 2 bras et la moitié échoue. Est-ce que ce résultat-là, docteur Ballen, vous étonne davantage ? Oui. Je suis un peu surprise. C'est vrai que je m'attendrais à ce que la plupart des appareils prenant la tension au bras réussissent le test. Donc, c'est un peu... c'est une grosse déception, je dois dire. Voilà, est-ce que c'est lié vraiment à des techniques de l'appareil en soi ? C'est pas très clair. C'est souvent la mesure diastolique qui ne fonctionne pas. On sait que c'est des fois plus difficile de mesurer la pression diastolique.
qui est celle qu'on prend en fait au moment finalement où le cœur se relâche. Même à l'auscultation, c'est plus difficile. Donc des résultats plutôt un peu décevants, oui. Alors dans le modèle vert ovale, c'est la mesure systolique qui pêche, ce qui est assez ennuyeux. Stéphane, vous avez demandé des explications aux marques, vous vous êtes adressé à elles. Oui, exactement. Alors l'ensemble des fabricants nous répondent que les performances de leurs appareils ont été validées dans des protocoles de tests, des tests cliniques et qu'ils répondent à toutes les exigences. Et puis certains fabricants nous disent contestent la validité statistique de nos tests, sachant que la validation clinique se fait sur 85 testeurs au moins et que nous n'en avions que 4. Alors est-ce que c'est une critique justifiée, on peut se demander? Alors, nous avions 4 testeurs, mais c'est des testeurs qui ont été choisis spécifiquement par les médecins pour avoir les différentes catégories. Et puis, les appareils ont chaque fois été positionnés correctement. Chaque appareil a quand même été mesuré 12 fois. On a pris la tension 12 fois avec chaque appareil. Et puis, on avait 32 mesures en double de validation par des médecins qui étaient très proches dans leurs résultats. C'est un test tout sauf fait à la légère, on peut dire. Et du côté des testeurs, les remarques étaient plutôt positives en ce qui concerne l'installation des tensiomètres, la lisibilité des résultats. En revanche, chez les médecins, eux, quelques critiques sur certains modes d'emploi, Stéphane. Oui, dans les modes d'emploi, on a un certain flou, on va dire. La définition de l'hypertension, les valeurs limites à partir de laquelle on est en hypertension ne sont pas très bien définies d'après le docteur Würzner. On l'écoute. C'est essentiel de donner le bon message au patient. Si on lui vend un appareil à domicile et qu'on lui donne les valeurs au cabinet, c'est un non-sens. Donc on devrait pouvoir le séparer, les valeurs au cabinet et les valeurs à domicile. Si vous êtes à domicile, vos valeurs moyennes devraient être inférieures à 135 sur 85. Docteur Belen-Pontet, c'est quand même étonnant cette différence entre une tension prise à la maison et une tension prise chez un médecin. Est-ce que le corps médical impressionne toujours autant les patients ? On ne sait pas très bien si c'est le corps médical ou l'environnement. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que même en étant à l'hôpital, si c'est une infirmière qui prend la tension artérielle ou si on laisse, si vous voulez, le patient seul dans une salle avec un appareil qui prendrait la tension, on a clairement une différence par rapport à si c'est le médecin lui-même qui prend la tension. Puis cette différence, c'est vrai qu'elle peut être de 5 à 10 mm de mercure. Donc ça peut être quelque chose, quand même, une différence suffisamment importante pour faire croire à une hypertension artérielle, en tout cas en cabinet, chez un certain nombre de personnes. Donc c'est le lieu ou c'est la personne qui impressionne, si je comprends Probablement un peu des deux. On oui. a plutôt l'impression que le docteur joue un grand rôle. Maintenant, il n'y a pas eu vraiment d'études qui faisaient mesurer la tension par le médecin chez le patient. Ah oui. Peut-être ce serait l'occasion de faire ça pour voir si c'est vraiment la blouse blanche. Et on parle de blouse blanche, mais ça peut très bien être le médecin sans sa blouse blanche. Oui, exactement. Absolument. On a plutôt l'impression quand même c'est l'effet du docteur. D'accord. Il y a encore une petite autre erreur dans un mode d'emploi qui a été relevée par les médecins, Stéphane. Oui, ça concerne les modes d'emploi des appareils Myostar, où l'on indique qu'il faut observer une pause d'au moins 15 secondes entre deux mesures. D'après les spécialistes, c'est plutôt 1 minute au minimum qu'il faudrait laisser entre deux mesures. Ah oui, un peu plus long que ça alors. Docteur, est-ce qu'il faudrait recommander à tout un chacun d'avoir chez soi un tensiomètre ? Non, alors les sociétés savantes, en tout cas, ne le recommandent pas. C'est vrai qu'il y a certaines populations qu'on sait plus à risque, chez lesquelles on pourrait se poser la question. Maintenant, toute personne hypertendue devrait avoir un appareil à la maison. Ça, oui, ça lui permettra de mieux contrôler la tension à la maison et nous, de mieux savoir finalement comment régler le traitement. Mais pour les autres personnes, a priori, non. C'est vrai que si vous avez votre grand-père qui a un appareil à tension, c'est tentant d'aller mesurer et ça peut être l'occasion de le faire. Il y a beaucoup de pharmacies aussi qui permettent de mesurer la tension, donc potentiellement, ça peut valoir la peine de le faire dans ce contexte-là. D'accord, alors on parle beaucoup d'hypertendus, mais il y a aussi les hypotendus. Et là, une hypotension ne provoque pas les mêmes risques. Non, on n'a pas les mêmes risques, mais c'est vrai que quelqu'un d'hypotendu est aussi plus sujet à faire des chutes. Et on se retrouve face à cette problématique-là, surtout chez les personnes âgées qui peuvent avoir une hypertension, mais également, en raison de leur labilité tensionnelle, faire plus facilement aussi des hypotensions, ce qui peut compliquer aussi le traitement chez ces personnes-là. D'accord, il faut être aussi attentif. Merci pour ces explications. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée. Bonne soirée. Les causes de l'hypertension peuvent être diverses, les manières de la vivre au quotidien aussi. Je vous propose 2 témoignages. Un matin d'été dans les environs de Valorbe. Le soleil vient à peine de se lever, mais Jean-Pierre Bourgeois est déjà debout. Il y a 7 ans, ce retraité actif a été diagnostiqué hypertendu.
Mais le traitement qu'il prend chaque jour n'a guère changé son quotidien. Je prends 2 pilules par jour pour la tension, qui m'ont été ordonnées forcément par mon médecin. J'ai pas de régime. Je dois faire attention, pas trop manger, parce qu'il y a une question de poids quand même à contrôler. Mais ma mère disait toujours, tu vois, à ton père, je lui fais que des bons menus et il va bien. Et il est mort à 94 ans. Éric Maréchal, 48 ans, habite également à Valorbe. Il travaille dans le transport et lui aussi souffre d'hypertension, mais son parcours est tout différent. J'attends de vos nouvelles. Merci beaucoup. Au revoir. Avant, je faisais beaucoup de vélo. J'étais quelqu'un qui faisait du VTT. Donc c'est ça qui est incroyable, parce que d'un côté, je faisais du cardio, et puis mon cœur est tombé malade, alors que je bois pas, je fume pas. Enfin, j'ai bu comme tout le monde quand on est jeune. En 2005, le 13 janvier 2005, je suis entré au bloc opératoire au CHUV pour une plastie de l'aorte et puis changer de la valve artérielle, donc qui est une opération assez importante quand même. Ils m'ont quand même arrêté le cœur pendant 4h30. Donc j'ai eu quelques mois de réadaptation, ça s'est très bien passé. Et par la suite, j'ai eu l'hypertension qui a demandé un traitement que j'ai dû suivre. Et ce traitement, le premier n'a pas fonctionné. J'étais pas très bien, des nausées et tout. On est passé sur un deuxième que je viens d'arrêter il y a 1 mois et demi, car il me coupait le goût. J'avais plus de goût dans la bouche, j'avais plus rien. Ça me causait beaucoup de problèmes. Et puis là, depuis 1 mois et demi, j'ai un nouveau traitement et on verra. 2 fois par jour, Éric surveille sa tension et donne les résultats à son médecin. Il a donc fait l'acquisition de son propre tensiomètre. Par contre, pour Jean-Pierre, des contrôles épisodiques suffisent. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut aller quand on veut à la pharmacie, ici à Valorbe. Il y a toujours quelqu'un qui est là, on peut y aller soit le matin, soit l'après-midi. Monsieur Fleurimont va bien? C'est très bien, merci. Merci, c'est pour la pression? Oui. Venez, suivez-moi. C'est très pratique, ça m'évite d'avoir un appareil chez moi. D'accord, je vais vous la prendre, je vais vous laisser peut-être vous reposer comme d'habitude. Oui. Juste 1 minute ou 2, que ça se stabilise. Après... Comme lors de toute mesure de la tension, une fois à la pharmacie, Monsieur Bourgeois doit commencer par s'asseoir et se reposer. Puis on place le tensiomètre à la hauteur du cœur du patient. Voilà. Alors là, et durant la mesure, interdiction de parler. C'est juste pour avoir une première lecture et après je vous la prends. On va prendre la moyenne de 3 mesures par la suite. Il est suivi par son médecin, il a un traitement avec des antihypertenseurs et il vient régulièrement juste se faire contrôler la pression, juste être sûr qu'on est dans la cible. C'est aussi pour nous une façon de s'assurer que le traitement est bien suivi et qu'il atteint les objectifs. Très bien. Je reprends ma carte. Oui, je vous la donne. Au total, le contrôle aura duré une dizaine de minutes. Une prestation offerte par la pharmacie aux clients réguliers comme Jean-Pierre, mais facturée 8 francs aux autres. Une pratique que l'on retrouve dans la plupart des pharmacies que l'on a contactées en Suisse romande, certaines proposant aussi des abonnements pour plusieurs contrôles. Moi, ce qui me motive, c'est que ça me demande de bouger, donc de marcher. Alors, je fais de la marche, 3 à 6 km par jour. On a des forêts ici, on a des masses de promenades. Et puis, je fais aussi 5 km, je suis étonné, quand je tombe en gazon. La motivation, c'est de vivre. Quand on se lève le matin, qu'on est reconnaissant d'avoir les jambes qui tiennent et le cœur qui tape, moi, je remercie toujours Dieu, en disant merci pour cette santé, pourvu qu'elle dure. Il faut faire confiance et puis tâcher d'être de bonne humeur. La bonne humeur, ça aide à vivre et puis c'est fantastique. Après une journée passée derrière son bureau, Éric Maréchal est de retour chez lui. Il est l'heure de prendre sa tension. Aujourd'hui, les résultats ne sont pas très bons, 151 sur 95, largement plus que d'habitude. Il y a quelques jours en arrière, j'étais à 113, 82. Encore avant, le 27, j'étais à 114, 80. Donc déjà, j'ai passé une très mauvaise nuit en sachant que j'allais passer à la télévision. C'est une première pour moi. Donc vraiment, c'est votre faute si je suis dans cet état ce soir, exceptionnellement.
Ces résultats trop élevés s'expliquent en partie par la présence de notre équipe de tournage, mais en partie seulement. J'ai un petit peu de peine à manger comme il faut le midi et le soir. Donc j'essaye de faire le maximum, mais c'est pas facile. Je fais un métier où, voilà, dès que la pression, là, tout ça, on mange un petit coup. Le soir, je rentre, j'aime bien manger parce que le midi, j'ai mangé au réfectoire quelque chose qui est peut-être pas tout le temps au top. Donc c'est vrai que le soir, j'aime bien faire à manger pour ma famille. Et puis, ça serait aussi de faire un peu plus de marche. Normalement, je devrais faire 10 000 pas par jour minimum. Et on va dire que j'y arrive un jour sur 3. Faire de l'exercice, perdre du poids, donc agir sur le mode de vie, c'est la première chose à prendre en considération avant de penser médicaments quand on souffre d'hypertension et de voir éventuellement comment gérer le stress. Pour les personnes actives, l'hypertension est souvent liée à un stress chronique. Bonjour monsieur. Bonjour docteur. Venez avec moi. Merci beaucoup. Que les raisons soient le travail, une vie de famille compliquée ou autre, peu importe. Ici, on ne traite pas les causes, mais on apprend à utiliser des outils pour gérer ce stress. Les exercices, je les fais en général 4 fois par semaine. Parfois, 4 fois par semaine, ok. Voilà, parfois ça c'est super. Je réagis déjà différemment à plein de choses qui m'énervaient auparavant, qui ne m'énervaient plus, ou que je laisse passer tout simplement. Aussi. Donc il y a beaucoup moins de réactivité. Tout à fait, c'est ça. Donc asseyons-nous le plus confortable possible. Et ensuite, on va commencer en mettant notre attention sur les pieds. Cette ancienne chef de clinique des HUG s'est tournée vers la pleine conscience pour traiter le stress. Et ça marche. Aujourd'hui, de nombreux médecins lui adressent des patients. Les fessiers, au niveau du dos. On connaît tous cet exemple que peut-être à l'école, on avait mal au ventre en sachant qu'on a un examen la semaine prochaine. Donc, juste d'avoir une pensée qui nous stresse est autant un stress que l'examen en soi. Et de même, une émotion et aussi peut être un stress en soi. Donc, nous, on travaille pour apprendre à revenir avec son attention dans cet instant présent pour sortir de cette rumination des choses qui se sont passées ou qui vont venir. Et on fait ça avec des exercices pour apprendre ceci. Encore vraiment, l'idée, c'est de sentir quand on pose les pieds. Et souvent, ça passe par la lenteur. La pleine conscience reste une approche complémentaire à un traitement de l'hypertension classique. Mais dans certains cas, elle permet de diminuer la prise de médicaments. Où est-ce qu'on est ailleurs avec notre attention ? On peut utiliser ça partout, comme la méditation assise, ou juste quelques instants à l'arrêt de bus, on attend, à la place de sortir son attelle, juste sentir les pieds. Méditation, yoga, il y a différentes techniques pour maîtriser un mauvais stress générateur d'hypertension. On a vu comment la mesurer au mieux votre tension avec des appareils au poignet ou au bras. Ça pourrait changer parce qu'on n'arrête pas le progrès. Patrick Schöttker est un homme pressé. Professeur au CHUV, il a aussi fondé la start-up Biospectal, soutenue notamment par la Fondation Bill Gates et d'importantes institutions publiques et privées. Elle développe une application qui pourrait rendre les tensiomètres classiques caducs. À l'avenir, la mesure de la pression deviendrait accessible à tout moment par tout un chacun. Seule exigence, posséder un smartphone et avoir téléchargé l'application. On allume cette app qui est dessinée, qui est construite pour mesurer la pression. Et l'idée, c'est avec les caméras qui sont dans les smartphones, d'aller faire un film de l'extrémité du doigt. Et c'est ce film-là, ce signal-là, qui est transformé de manière algorithmique pour des valeurs de pression artérielle. Donc on va prendre la pression artérielle avec la manchette. Pour le moment, l'équipe améliore encore l'algorithme en amassant les valeurs de tension de populations diverses. Femmes enceintes, hypertendues, diabétiques, entre autres. Lors de notre rencontre, les essais n'étaient pas tous concluants, mais sur le journaliste cobaye, l'application s'en est déjà bien sortie. Et on voit que vous avez 107 sur 68, là 108 sur 76. Donc une petite différence,
Mais là, de nouveau, l'idée, c'est que ceci donne une valeur qui sera moyennée sur une échelle de temps. Et on voit ici nombre de poux. La start-up espère mettre sur le marché cette application en début d'année prochaine. Maintenant, si je la reprendrai, A priori, la version de base sera gratuite. c'est destiné à tout le marché mondial, la Suisse certainement aussi, mais ceux qui en ont vraiment besoin, c'est ceux qui sont malades comme partout aussi, mais qui n'ont pas accès à la mesure, notamment les pays pauvres. On imagine bien que l'achat d'une manchette à pression dans un pays pauvre est complexe et compliqué, alors que ces pays ont très souvent des smartphones dans leur environnement. On la reprend. Comme pour toute application, reste la question controversée de la protection des données. Alors, la solution que nous développons ici, tout est dans le smartphone. Donc, c'est vraiment limité à l'environnement physique du smartphone. Et après, ça sera à chaque usager de décider ce qu'il veut faire de ces données. S'il a envie de transmettre ces données à son médecin, ça sera lui qui va activer cette étape supplémentaire. S'il veut les garder sur son propre smartphone, libre à lui de le faire. Pour l'instant, aucune assurance maladie n'est partenaire de la start-up, mais certaines sont déjà intéressées, tout comme des groupes pharmaceutiques et des fabricants de téléphones. Reportage réalisé par Gabriel Tégédor et Henri Soulzer. Après l'avenir, on va remonter le temps. Je me suis demandé à quoi ressemblaient les tensiomètres d'autrefois. Celui-ci date du début du XXe siècle, un appareil que le Musée des sciences à Genève m'a aimablement prêté. C'est un oscillomètre de Pachon avec brassard qui fonctionne sans stéthoscope. Cette petite pompe va permettre de gonfler justement le brassard et à l'intérieur de ce boîtier, qui est relié au brassard par des tuyaux en caoutchouc comme ceci, mais ceux-ci sont un peu cuits par le temps qui a passé, eh bien à l'intérieur, il y a une capsule manométrique. C'est justement ce qui sert à mesurer la pression. En 20 à 30 secondes, on va pouvoir mesurer la pression par compression-décompression du brassard en suivant sur les deux cadrans l'amplitude du mouvement des aiguilles. Je vous passe les détails, c'est, paraît-il, très simple. Cet ancêtre du tensiomètre a été très utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Sans remonter aussi loin, les choses ont bien changé, il faut le dire, dans le monde de la médecine et de l'hôpital. Petit plongeon maintenant dans nos archives. Suivez le guide Malik Meli. La médecine de pointe d'aujourd'hui, hyper technologique, informatisée, un malade encerclé par des machines, froid mais diablement efficace. Transportons-nous maintenant dans les années 50, lorsque c'était l'assistant qui réglait manuellement la lampe d'opération. Ici, pas d'écran, pas d'ordinateur, et un chirurgien qui attaque à coups de marteau. Autre différence de taille, à l'époque, près d'un tiers des infirmières des hôpitaux suisses sont des religieuses. Bonnes sœurs, filles de la charité et autres diaconesses, elles sont formées au mystère de l'anatomie, mais suivent aussi des cours plus surprenants. Ces religieuses d'une institution de Zurich, hôpital et école d'infirmières, sont en train de suivre un cours. En un mot, Madame de Miéville donne des cours de savoir-vivre. On l'a fait venir dans des couvents de Glaris ou d'Estavayer, mais aussi dans des foyers protestants. Et ce sont les religieuses qui s'occupent des enfants convalescents. On ne s'ennuie pas, car les bonnes sœurs sont si gentilles. Elles vous apportent des jouets, elles vous promènent sur la terrasse au beau soleil. Les bonnes sœurs deviennent comme une seconde maman. Et c'est tant mieux car à l'époque, les parents laissent souvent les enfants seuls pendant des semaines, voire des mois. En 1951, Zurich inaugure fièrement son nouvel hôpital. La plus moderne d'Europe. Le malade peut actionner son lit sans appeler l'infirmière à son aide. Il dispose d'une lampe mobile individuelle. Mais c'est aussi l'époque où la tuberculose tue, les oreillons font des ravages et la hantise s'appelle la poliomyélite, que l'on combat comme on peut, avec des appareils, disons, complexes. Lire, quel réconfort pour les malades. Aujourd'hui, par un simple mouvement du menton, le paralytique déclenche un mécanisme qui tourne pour lui les pages. À Zurich, paralysés et handicapés sont réadaptés par les méthodes les plus modernes. Ici sont soignés bénévolement des malades qui ne peuvent s'offrir un tel traitement. En 1963, l'hôpital de Martigny s'équipe lui aussi d'installations modernes.
Pourtant, vous avouerez, madame, que lorsque le bébé que vous venez à peine de mettre au monde est confiné dans un tiroir, il y a là de quoi pâlir. Pourtant, ici, vous le voyez, tout le monde a le sourire, cela semble normal. Quant au principal intéressé, il s'en moque éperdument. Cet édifice abrite la plus grande et la plus moderne école d'infirmières et d'infirmiers de Suisse. 250 À Lausanne, une école d'infirmières dernier cri. Mais si les bâtiments sont flambant neufs et les installations modernes, certains vieux clichés ont quand même la vie dure. Le salon de coiffure permet aux jeunes filles de soigner leur coquetterie, car on sait que l'aspect d'une infirmière fait beaucoup pour la guérison d'un malade. Surprise! Au service interne de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, depuis quelque temps, l'un des hommes en blanc est noir. Ça, c'est 1962. Et oui, le pouls ne change pas avec les latitudes. La preuve est faite en noir sur blanc. Mais l'hôpital des années 60, c'est surtout celui de la promiscuité. Journée de visite aux malades, hôpital de Fribourg, 1961. Ah, c'est sûr qu'avec des chambres à 10, 12, voire 16, ça fait vite du monde. Mais alors, quelle ambiance! Le patient qui s'engrille une petite. Et à Lausanne, c'est l'infirmière qui débouche la bouteille de vin. Une autre époque, vraiment. Pourtant, il y a des choses qui ne changent pas. 1968, Charles Bugnon, médecin à Thierrand, dans la campagne vaudoise. Son premier geste, il mesure la tension du patient. En 1981, le docteur Bugnon part à la retraite. Pascal Cholet prend sa succession. Vous n'avez pas trouvé que ça allait de nouveau moins bien? Et lui aussi, il commence par prendre la tension. C'est toujours la même chose, ouais. Et en 2016, c'est le docteur François Chotan qui reprend le cabinet et la tension. Comment allez-vous? Ça va, merci. 3 époques, un demi-siècle d'écart et les mêmes gestes. Voilà. On n'a pas fini d'en parler, des tensiomètres. Elle va bien, elle est beaucoup moins haute que la dernière fois. Oui.